Chapitre 115 Rédaction du texte niveau 4, rapport à l'énergie du monde. La salle n'avait plus la tension des premiers jours. Elle vibrait. Les Maphilis avaient pris le temps d'écrire, de structurer. Ils avaient pesé chaque mot, mesuré chaque conséquence, exploré les contradictions. Ce temps de maturation était terminé. À présent, ils ne réfléchissaient plus en théorie. Ils décidaient. L'énergie fut la première flamme rallumée. L'énergie est le socle, dit l'un d'eux en se levant. Sans elle, tout le reste n'est qu'un rêve fragile. Il ne parlait pas seulement d'électricité. Il parlait de mouvement, de chaleur, de soins, d'eau potable, de communication, de mémoire numérique. Sans énergie, l'écosystème proposé s'effondrait comme une architecture privée de fondation. Justement, répondit la femme aux cheveux courts, c'est là notre plus grande contradiction. Nous dépendons d'une force que nous craignons. Le nucléaire planait dans l'air comme un héritage impossible à ignorer. Il ne voulait ni l'angélisme ni la brutalité. Supprimer du jour au lendemain aurait été irresponsable. Maintenir sans réforme aurait été aveugle. Alors ils choisirent la troisième voie, assumer. Assumer les déchets existants. Les inventorier sans omission. Les sécuriser sans calcul politique. Les récupérer même en mer si nécessaire. Créer un contrôle international réellement transparent, partagé, non soumis aux intérêts nationaux. Il ne s'agissait plus de cacher. Il s'agissait de réparer l'héritage. La réduction progressive de la production s'imposa comme une évidence. Non par idéologie, mais par transition maîtrisée. Les centrales les plus anciennes seraient démantelées dès que des alternatives fiables prendraient le relais. Pas avant. Pas après. Le nucléaire militaire surgit comme une ombre plus dense encore. Le silence qui suivit n'était pas technique. Il était moral. La décision fut claire, strictement défensif, sous contrôle collectif, sans possibilité d'usage offensif toléré dans le nouvel écosystème. La dissuasion ne devait pas devenir domination. Sinon, il reconstruisait la menace qu'il prétendait neutraliser. Puis la carte murale devint le centre de gravité. Un Maphilis s'en approcha et posa la main sur les zones désertiques. Ici, dans les déserts, le solaire peut devenir massif. Pas symbolique. Massif. Cela relancerait l'économie des zones avoisinantes. Il ne parlait plus de panneaux dispersés comme des excuses écologiques. Il parlait de territoires entiers organisés autour de leur nature propre. Plus loin, la géothermie. Ailleurs, l'hydraulique maîtrisée. Le vent dans les plaines et les côtes. Une idée simple s'imposait, chaque territoire produit selon sa nature. On ne force plus la terre à s'adapter à l'économie. On adapte l'économie à la terre. L'abondance naturelle existait déjà. Soleil, vent, eau, chaleur interne, éclair. Ce n'était pas la ressource qui manquait. C'était la cohérence. La corne d'abondance de la mythologie grecque. La discussion glissa vers l'eau, vers la gestion des flux invisibles. Deux circuits distincts. L'un potable, de source, pour l'athénien. L'autre recyclé pour l'agriculture et l'industrie. Comptage journalier non pour punir, mais pour responsabiliser. Rendre visible ce qui était jusqu'ici dilué dans l'oubli. L'énergie, conclut-il, ne devait plus être un levier de pouvoir. Aucun pays, aucune entité, ne devait pouvoir utiliser l'accès énergétique comme outil de pression politique. L'énergie devenait un service vital partagé, protégé, neutre. Même les idées les plus audacieuses furent examinées sans moquerie. La captation des éclairs. Le stockage en circuit fermé. Peut-être irréaliste à grande échelle aujourd'hui. Mais la recherche devait rester ouverte. L'athénium avait appris à diviser l'atome. Elle pouvait apprendre à contenir une décharge. Ce qui changeait réellement n'était pas chaque technologie. C'était la logique. On ne produit plus sans nettoyer. On exploite plus sans réparer. On innove plus sans anticiper les conséquences.
Un basculement silencieux s'opérait. Ils ne reproduisaient pas le modèle présenté par Ilia. Ils l'incarnaient. Un à un, ils formulèrent leur accord. Assumer l'héritage nucléaire. Limiter et sécuriser. Déplacer l'effort vers les énergies naturelles. Gérer l'abondance sans gaspillage. Rendre l'énergie neutre, vitale, partagée. Ce n'était plus une vision. C'était un plan. Mais il savait que l'énergie n'était qu'une moitié du problème. La seconde était plus discrète, plus quotidienne, plus insidieuse. Nous parlons de durabilité depuis des années, dit l'un d'eux. Pourtant, rien ne dure vraiment. La phrase ne contenait ni colère ni ironie. Seulement un constat. Ils plantaient des arbres non fruitiers, nettoyaient des plages, triaient des déchets, pendant que les systèmes continuaient à produire structurellement ce qu'ils tentaient de corriger. Ils réparaient les effets sans transformer les causes. Moins réparer sans comprendre, c'est travailler en aveugle. Alors ils déplacèrent la question à l'origine même des objets. Chaque projet, décidèrent-ils, devrait commencer par une interrogation simple et redoutable: quels seront ses effets dans 20 ans? Dans 50? L'économie du remplacement systématique fut mise à nu. Fabriquer pour casser. Vendre pour remplacer. Empêcher la réparation pour forcer le rachat. Ils refusèrent cette logique. Construire pour durer. Le mot resta suspendu, mais il prit du poids. Autrefois, les objets traversaient les générations. Ils étaient simples, robustes, réparables. Leur valeur augmentait avec le temps parce qu'ils portaient l'histoire de ceux qui les avaient utilisés. Pourquoi cette évidence avait-elle été abandonnée? Ils décidèrent d'inverser les priorités dès la conception. Réduire les déchets avant même qu'ils ne deviennent produits. Économiser la matière première en amont. Concevoir des objets dont la réparation serait intégrée, prévue, facilitée. Un ingénieur proposa l'universalisation progressive des pièces. D'abord au sein d'une même marque. Puis entre modèles compatibles. Puis, autant que possible, entre secteurs similaires. L'idée paraissait technique. Elle était révolutionnaire. Si les pièces deviennent compatibles, la réparation cesse d'être un privilège. Elle redevient normale. Des plateformes locales d'échange émergèrent dans leur projection. Revente à prix symbolique, mutualisation. Associations et coopératives pour organiser la circulation. Participation volontaire. Transparence. Le troc et le dos cesseraient d'être marginaux. Ils redeviendraient des flux vivants. Un objet inutile pour l'un peut être essentiel pour l'autre. Nous gaspillons parce que nous immobilisons. Ils comprirent aussi que choisir durable exigeait de comprendre. Alors ils décidèrent de rendre la durabilité visible. Durée de vie estimée. Indice de réparabilité. Compatibilité des pièces. Historique d'usage et de réparation. La transparence remplacerait la publicité. Un objet ayant déjà servi ne perdrait plus mécaniquement de valeur. Il prouverait sa robustesse. Il porterait un récit. La confiance remplacerait l'obsolescence programmée. Le silence qui suivit était différent de tous les autres. Il ne parlait plus d'un monde à sauver après coup. Il parlait d'un monde conçu pour ne plus produire volontairement ce qu'il savait destructeur. Construire pour durer. Comprendre avant d'agir. Échanger plutôt que jeter. Réparer au lieu de remplacer. Les têtes acquiescèrent, une à une. Ce dernier point n'était pas spectaculaire. Il ne promettait ni miracle ni révolution flamboyante. Mais il touchait à la racine. L'écosystème ne serait pas un ensemble de racines appliquées à un modèle malade. Il serait une architecture pensée pour limiter la maladie elle-même. Lorsque la réunion toucha à sa fin, il n'y eut ni triomphe ni exaltation. Seulement une certitude calme. Le monde réparé ne serait pas parfait. Mais il cesserait, enfin, de se saboter en pleine conscience. Et cette décision,
plus que toutes les autres, donnait à l'ensemble une cohérence irréversible.